Les erreurs à 10 000 $ que font les investisseurs immobiliers débutants aux États-Unis. Je vais tout vous dire dans cette vidéo. Bonjour à tous, je suis Joël Reynard d'Investir.us. Je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Je suis real estate broker en Floride aux États-Unis, c'est-à-dire agent immobilier licencié. Je suis également promoteur immobilier et investisseur immobilier. Alors dans ma carrière maintenant un peu expérimentée aux États-Unis, j'ai vu malheureusement de nombreuses erreurs. Certaines erreurs aussi que j'ai fait moi quand je suis arrivé aussi il y a maintenant plusieurs années. Quand j'ai commencé à faire des affaires immobilières, mais des erreurs qui peuvent coûter très cher. Alors aujourd'hui dans cette vidéo, mon but c'est que j'ai listé 7 erreurs. Je veux que vous évitiez de faire ces 7 erreurs si vous vous lancez dans l'immobilier aux États-Unis. Ce sont des erreurs simples à éviter. Suivez juste cette vidéo, où je vous dis tout et vous allez probablement économiser beaucoup d'argent. Première erreur à éviter absolument, c'est de ne pas faire d'inspection quand on achète un bien immobilier aux États-Unis. Alors vous savez qu'il est de coutume et il est plutôt standard et c'est fortement conseillé de faire passer un inspecteur lorsque vous avez un accord qui est signé avec un vendeur, vous êtes sous contrat, vous avez une période d'inspection qui est généralement de plusieurs jours. En tout cas, je vous recommande fortement de mettre une période d'inspection qui va vous permettre de faire une inspection. Et donc là, vous allez recevoir ensuite un rapport d'inspection suite au passage de l'inspecteur qui va vous expliquer, de la dalle au toit, ce qui se passe dans cette maison, s'il y a des problèmes sérieux. J'ai malheureusement vu des clients qui ont acheté des biens sans faire d'inspection et ils se sont retrouvés avec des problématiques structurelles importantes sur leurs biens, où ils ont dû derrière, faire des travaux extrêmement onéreux, où ils ont dû revendre le bien comme ils pouvaient sur le marché, un bien malheureusement qui n'était pas celui qu'ils pensaient. Donc vraiment faire passer un inspecteur, c'est extrêmement recommandé. Le seul cas où je dirais où c'est moins commun de le faire, c'est lorsque l'on fait, construire un bien aux États-Unis, puisqu'en fait, les biens, que l'on construit aux États-Unis subissent tout un tas d'inspections de la part des autorités locales, hein, le building department, notamment avec les building inspectors, qui donnent à la fin un certificat d'occupation, un certificate of occupancy et donc c'est moins commun de faire passer des inspections, mais vous avez le droit quand même de faire des inspections. Nous, surtout, les clients qu'on accompagne sur, la construction de biens neufs, ils ont toujours la possibilité dans tous nos contrats de faire une inspection à la fin pour voir que tout soit en règle, s'ils ne se déplacent pas eux-mêmes sur place. Généralement, les clients ne le font pas, mais c'est, fortement recommandé, en tout cas pour tous les biens et surtout pour tous les biens dans l'ancien parce que les biens ont été construits parfois il y a plusieurs décennies. Ah, il y a quelqu'un qui a mis les mains dans l'électricité, le cousin, de l'ancien propriétaire et qui nous a fait en fait, un petit truc qui est pas vraiment, aux normes, qui peut poser un risque sur la maison et puis surtout aussi pour l'assurance. C'est important d'avoir des rapports d'inspection parce que comme ça les assureurs, vous donnent les meilleurs devis possibles, les meilleures cotations possibles. Deuxième erreur commune, c'est quand les clients débutants, les investisseurs débutants se positionnent sur un bien, ils ont tendance parfois un peu à minimiser les charges, ou à pas prendre en compte toutes les charges, auxquelles ils vont devoir faire face. Je pense notamment à l'assurance, la taxe foncière, les charges de copropriété qu'on appelle des HOA ou des condo fees, si jamais, vous êtes dans le cadre d'une copropriété. Je vous donne un exemple concret d'un client dernièrement qui a acquis une maison en Floride et effectivement, il a décidé de mettre cette maison en location, court terme, et donc il a demandé à son assurance de revoir son devis, d'assurance avec, l'addition, de faire du court terme. Son assurance est passée du simple au triple. Donc évidemment, c'est quelque chose à prendre en considération si vous voulez faire de la location court terme plutôt que de la location long terme. Initialement, c'était un client, qu'on avait accompagné pour l'acquisition d'un bien en Floride pour de la location long terme. Donc il y avait l'assurance qui fonctionnait. On avait eu tous les devis d'assurance évidemment à se positionner sur le bien. Mais si vous changez de stratégie en cours de route, évidemment, ça peut changer un certain nombre de charges aussi. Voilà un exemple précis. Donc bon, il vaut mieux être bien préparé, comprendre toutes les charges, demander les devis d'assurance, revérifier combien, sont les charges de copropriété, demander combien la taxe foncière a été l'année dernière. Alors attention aux taxes foncières aussi, parce que s'il y a une transaction qui se passe, la taxe foncière peut et généralement augmente l'année suivante, donc il faut prendre ça en considération aussi. Mais voilà, surtout ne pas minimiser le volume de charges et essayer d'être le plus honnête possible intellectuellement avec ça.
3e erreur commune, eh bien, c'est de, tout simplement faire le mauvais investissement au mauvais endroit, dans le sens où vous pouvez acheter le bon bien, mais dans le mauvais quartier. Typiquement, j'ai des clients qui me contactent souvent, eh bien, pour me dire: «Ah, il y a un bien qui est pas du tout cher, dans ce quartier-là, qui est vraiment un grand bien de luxe», mais en fait, par rapport aux autres biens, déjà, il est beaucoup plus cher. Typiquement, pour faire du Airbnb dans des quartiers, en fait, où ça se prête pas du tout parce que c'est des quartiers, on va dire, pas assez haut de gamme pour ce type de location. Si je prends un exemple concret, voilà, avec de la location, court terme, et donc, bah, acheter le mauvais bien, en fait, au mauvais endroit, ça, c'est un vrai problème. Il faut vraiment comprendre, et bien, le marché, et qui sont les locataires, dans quel quartier, eh bien, est-ce qu'on va trouver, tel type de locataire, ou quel type de bien on va pouvoir louer dans quel type de quartier. Ça, c'est très important. Bien comprendre le gros de la demande locative aussi. Est-ce que les gens recherchent plutôt des maisons individuelles, des appartements, 3 chambres, 2 chambres? Quel est leur budget moyen? 1 200 1 500 $. Oui, aujourd'hui, on est en train de développer une communauté, eh bien, de 40 appartements dans la région du lac Pickwick, d'immeubles. Pourquoi est-ce qu'on développe ça? Principalement via des appartements de 2 chambres, 2 salles de bain de 90 mètres carrés, et des appartements de 1 chambre, 1 salle de bain de 70 mètres carrés, parce que c'est le gros de la demande locative, et donc on va le faire en plus grand volume pour aussi que ça soit, eh bien, réalisable et que ça soit rentable financièrement pour les clients qui nous achètent et pour nous de le construire. Eh bien, on doit le faire dans le cadre d'une copropriété d'appartements. Parce que faire des maisons de 2 chambres ou de 1 chambre, ça n'a pas de sens et ça coûterait beaucoup trop cher. Donc c'est pour ça qu'on fait des maisons individuelles de 3 chambres et des, immeubles d'appartements de 2 chambres et de 1 chambre. Mais on connaît bien notre marché, c'est pour ça qu'on le propose à nos clients. Mais ça, évidemment, ça fait partie des premières choses qui doivent être analysées quand vous vous lancez dans l'immobilier aux États-Unis. Ah, une autre erreur qui est assez commune, qu'on m'a on va dire, où je ralentis beaucoup de gens, eh bien, quand ils commencent à se mettre en tête de rechercher des biens pour faire la location locative court terme. J'ai beaucoup de clients européens qui font du Airbnb en Europe, et ça a été, voilà, une grosse, vache à lait pendant très longtemps, on va dire, où ça a apporté des revenus complémentaires intéressants aux familles. Je comprends que ça vous a plu. Aux États-Unis aussi, il y a beaucoup de gens qui se sont mis là-dedans. Le truc, c'est qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de régulations sur ces marchés-là, et donc bah, j'ai malheureusement beaucoup de gens qui vont se lancer dans des acquisitions de biens avant même de regarder si, bien, ils ont le droit de le faire en location court terme. Il faut comprendre qu'aux États-Unis, ça rigole pas du tout. Soit vos voisins vont vous dénoncer, soit vous allez avoir, eh bien, la City qui va tout simplement, vous envoyer des lettres et ne pas vous permettre de faire ce que vous pensez faire si vous n'êtes pas, eh bien, en droit de le faire. Voilà. Il y a même des arrêtés au niveau des counties, au niveau des cities, ou eh bien, le minimum de nuit, c'est 30 jours, ou alors vous avez le droit de faire 3 locations par an de moins de 30 jours. Donc vraiment, il faut aller, eh bien, au bon endroit pour faire la bonne acquisition, si on veut faire notamment la location court terme, ou tout simplement pour être en règle. Donc mais c'est vrai que le cas de la location court terme est récurrent. C'est pour ça que je voulais en faire une erreur typique, à ne pas faire, parce que si vous vous mettez sous contrat pour une acquisition court terme et que vous vous rendez compte qu'en fait, bah, il y a une limite, ou il y a des restrictions par rapport à ça, eh bien attention, ça peut vous coûter beaucoup d'argent, vous allez faire l'acquisition du mauvais bien. Donc faites-vous accompagner là-dessus. Une erreur aussi, eh bien, que j'ai vue quelques fois, c'est malheureusement, eh bien, les mauvaises décisions en termes de financement, où on peut aller voir différentes personnes, bien sûr, pour mettre en place son financement. Mais il faut comprendre également que le financement pour un coût, et donc, bah, d'une personne à une autre, le même programme peut, eh bien, vous coûter beaucoup plus d'argent. Comprendre également, bah, qu'il y a des programmes où vous allez avoir des pénalités de prépaiement. Donc il faut bien tout comparer, taux fixe, taux variable, taux ajustable. Il faut se faire accompagner là-dessus pour comprendre la bonne stratégie en fonction aussi de ce que vous avez en tête pour cette acquisition. Il y a notamment des stratégies de financement qui se mettent en place en fonction, eh bien, du temps que vous envisagez de garder le bien. Alors ça peut être très compliqué évidemment de le comprendre ou de l'envisager, mais c'est aussi ce qui peut conditionner, eh bien, certaines décisions que vous allez prendre pour la mise en place d'un financement. En tout cas, les erreurs à éviter sur le financement sont nombreuses parce que ça peut coûter beaucoup d'argent, des frais de commission, de commissionnement dès l'acquisition, mais également aussi, bah, des frais de pénalité de prépaiement, bien sûr le taux d'intérêt qui peut différer. Donc ça vraiment, comprenez bien ce que l'on vous présente, n'y allez pas à la légère là-dessus parce que ça peut changer beaucoup de choses, et c'est même pas une erreur à 10 000 $, ça peut être des erreurs beaucoup plus hautes que ça, puisque parfois les financements, eh bien, c'est plusieurs centaines de milliers de dollars, voire plusieurs millions de dollars. Une autre erreur aussi, que je vois beaucoup, en fait, c'est, le fait qu'on ait qu'un seul plan dans sa tête quand on fasse l'acquisition d'un bien. Ça, c'est beaucoup d'investisseurs débutants. En fait, il faut se dire: «Quand j'achète un bien, il faut que j'ai plan A, plan B, plan C. J'ai 2 autres exits. Ma volonté principale, c'est faire la location long terme sur ce bien, mettre un locataire, stabiliser la chose et tous les mois avoir un cash flow positif
un rendement qui rentre sur mon compte bancaire après que j'ai payé toutes les charges. Super. Mais deuxième plan, c'est si jamais, eh bien, le marché tousse un peu, je veux que ce bien, je puisse le revendre rapidement pour liquider mon bien. Donc quel type de bien je vais devoir aller chercher? Plutôt une maison individuelle qu'un immeuble de rapport ou qu'un appartement probablement. Et puis troisième stratégie, c'est OK, si les 2 premières sont compliquées, j'aimerais aussi pouvoir avoir une troisième stratégie, peut-être qui sera pas la meilleure pour moi, où je vais devoir mettre peut-être un peu plus les mains dedans et par exemple meubler le bien et faire la location court terme. Voilà, ça c'est un plan qui est préétabli en me disant: «OK, le bien peut marcher là-dessus, je sais que la troisième stratégie, elle va devoir faire des efforts supplémentaires». Si c'est une location court terme meublée, peut-être acheter même un jacuzzi, on va peut-être pas aller jusqu'à creuser une piscine, mais en tout cas, avoir un bien qui soit plus adapté à ce type de location-là. C'est pas la première, mais en tout cas, on peut se dire: «On peut faire tout ça». Le bien peut le permettre. Et ben c'est ça, et bien avoir une stratégie définie et avoir des exits, en cascade en fonction, et bien, de la manière dont le marché évolue. C'est-à-dire tout peut se passer très bien pendant un certain temps et puis après les choses peuvent évoluer. Alors évidemment, c'est pas ce que l'on souhaite. Généralement, les stratégies qu'on met en place tiennent très longtemps, mais effectivement, il faut toujours anticiper le pire et donc c'est pour ça que, voilà, il faut arriver, eh bien, un petit peu, à penser les choses pour, pouvoir avoir cet effet de rebond, de balle rebondissante, c'est ce que j'aime dire, en fonction, eh bien, des obstacles que l'on peut rencontrer, au fil du temps. Ah et puis, bah, une autre erreur que j'ai rarement vue quand même, parce que quand on vient me contacter, c'est que, eh bien, on cherche à avoir un support, à être accompagné. Mais c'est vrai que j'ai vu malheureusement quelques investisseurs qui avaient décidé, eh bien, de gérer leur investissement par eux-mêmes. Certaines personnes qui allaient, acheter des biens sans un agent et là malheureusement, ouf, j'ai vu des scénarios extrêmement catastrophiques, sur, eh bien, des situations où les gens ont perdu beaucoup d'argent en très peu de temps, pour des choses assez basiques, c'est-à-dire, voilà, ils n'avaient pas lu, les contrats correctement notamment, ou, eh bien, le vendeur ou l'agent qui représentait le vendeur n'avait pas d'obligation légale de leur expliquer les choses et donc, malheureusement mal informés, ça a été très compliqué. Mais j'ai également vu des gens qui ont décidé de gérer leurs biens par eux-mêmes à distance et là effectivement ça les a mis dans des situations assez compliquées, parce que, bah, ils étaient pas sur place et très vite il y a eu des scénarios où, les locataires ont pris un petit peu, on va dire, le dessus, voire même il y a eu des complexités, sur tout un tas de choses, pas comprendre pourquoi est-ce que le locataire avait besoin d'un certain nombre de, maintenance et donc le locataire a fini par partir, voire même, les locataires, parfois ont même pris, des avocats contre les propriétaires. Donc bref, des situations compliquées parce que tout simplement les gens ce n'était pas leur métier, mais également, bah, ils étaient pas sur place, ils connaissaient pas bien, le marché américain. Il y a même des difficultés parfois dans l'anglais pour pouvoir communiquer. Donc vraiment, si vous faites un investissement aux États-Unis, vraiment faites-vous accompagner, c'est vraiment la meilleure chose à faire, surtout si vous êtes débutant. Il faut pas jouer avec le feu. On peut faire vraiment des choses très formidables, même en étant à distance, de manière très passive, mais il faut vraiment se faire accompagner à la fois pour l'acquisition, mais également sur la gestion locative. Vous pouvez pas faire sans, je vois pas comment vous pouvez parce que, bah, c'est quand même très complexe. La culture américaine, la mentalité est différente et puis il y a tellement d'actions, terrain à faire qu'il faut être physiquement sur place que je vois pas comment c'est possible de le faire à distance. Donc vraiment cette erreur, il faut vraiment pas la commettre. Voilà, merci beaucoup de m'avoir regardé sur cette vidéo. Bah, j'espère que ces 7 erreurs que j'ai listées vont vous permettre d'économiser de l'argent. En tout cas, vous savez, je vous ai mis en garde sur, eh bien, les erreurs communes, eh bien, de beaucoup d'investisseurs débutants aux États-Unis. Maintenant, n'hésitez pas si vous voulez aller plus loin, et que vous avez un intérêt pour ce que l'on propose aux États-Unis, aussi bien la construction de biens neufs dans la région de Black Creek ou l'accompagnement, eh bien, pour un investissement immobilier dans le sud-ouest de la Floride. Une seule adresse, contact@investir.us. On vous met également le lien en description de la vidéo. Vous cliquez dessus, en 24 à 48 heures, je prends contact avec vous et puis on essaie d'avancer pour, bien répondre à toutes vos questions. N'hésitez pas à partager, à vous abonner à la chaîne et je vous dis à très bientôt. Bye bye.